Alors nous allons tout de suite appliquer ce que nous venons d'apprendre en termes de représentation complexe sur un exercice euh, dans lequel nous allons faire des applications numériques. Donc on va prendre la cellule LR que nous avons vue tout à l'heure. On alimente avec cette fameuse tension alternative, grand E fois cos oméga t. Et on va choisir donc L là. On va donner une valeur numérique, 10 millihenries. 10 millihenries, et R égale à 5 ohms. Comme ça, on pourra faire les applications numériques et on pourra aussi simuler avec PSpice, avec ces valeurs-là. Alors ici, on va choisir sur cette tension sa valeur efficace. Grand U efficace égale 240 volts parce que c'est ce que vous avez dans vos prises. Si vous branchez un appareil sur une prise à la maison, vous avez tension efficace qui vaut 240 volts. Donc ça veut dire que grand E, bah, ça va être 240 volts fois 240 volts. La tension crête, ça sera 240 fois racine de 2. La tension max. F, tension, disons, du réseau, que vous avez chez vous, c'est 50 Hz de fréquence, soit oméga égale 2 πf, environ 314 radians par seconde. On prend pi égale 314, puisque deux chiffres significatifs, ça me paraît raisonnable. 3,14 fois 10 puissance 2 radians par seconde. Alors du coup, on peut tout de suite calculer L fois oméga, puisqu'on a L égale 10 millihenries. Donc 10 milli, c'est 10 puissance moins 2. Oméga, on a dit 314, donc ça fait L oméga qui vaut à peu près 3,14. Alors, unité évidemment a priori du système international, mais en fait c'est des ohms parce que ça doit être homogène à R. R, c'est une impédance. JL oméga, c'est une impédance complexe. Et si je prends l'impédance, la norme de cette impédance complexe, JL oméga, j'obtiens L oméga qui doit aussi être en ohm. Donc 3,14 comparé à 5 ohms, ça fait des impédances assez comparables. C'est pour ça que j'ai pris ces valeurs numériques. Alors ici, l'idée, c'est que la loi d'émail en grandeur instantanée, c'est E de t est égal à LDI sur dt plus RI. On va tout de suite associer les grandeurs complexes, hein, c'est le principe de la recette. Donc à E de t, on associe E complexe, à I de t, on associe I complexe, et la loi d'émail devient grand E complexe est égal à RI complexe plus JL oméga I complexe, puisque c'est le principe. Le LDI sur dt devient JL oméga fois I bar, il n'y a plus de dérivée, plus exactement la dérivée elle est dans le J oméga. Et le fait on se soit débarrassé des dérivées explicites, c'est ça la pointe, disons, du calcul, puisque ça va être plus simple de travailler sur ces quantités complexes. Alors du coup, on obtient E complexe est égal à R plus JL oméga fois I complexe, qu'on avait déjà d'ailleurs dans la vidéo précédente. Et maintenant, l'idée, c'est on a une équation complexe, donc en fait, une équation complexe, c'est deux équations réelles. L'équation qui est donnée par les modules des deux membres, donc on commence par ça. Donc, module de E bar, c'est grand E, puisque E bar, c'est grand E fois exponentielle de J oméga t plus phi. Exponentielle de J oméga t plus phi, c'est un module 1. Donc, le module de E bar, c'est grand E. Et dans le second membre, vous aurez le module d'un produit qui est égal au produit des modules. Le module de R plus JL oméga, c'est un complexe sous la forme A fixe, hein, A plus JB. Donc le module de R plus JL oméga, c'est racine de R carré plus L oméga carré. Plus loin, fois le module de I bar. Alors en fait, on va diviser cette dernière égalité par racine de 2, parce que comme ça, du coup, on travaille sur les quantités efficaces, les valeurs efficaces. Donc vous avez U efficace est égal à E sur racine de 2, qui est égal à racine de R carré plus L oméga carré, fois norme de I bar sur racine de 2, c'est-à-dire I efficace. C'est-à-dire qu'en fait, on a remplacé I efficace par I bar, norme de I bar sur racine de 2. Comme ça, on a directement une égalité aux valeurs efficaces. Et ça donne I efficace égale à U efficace, le fameux 240 volts, divisé par
racine de R carré, alors R c'est 5 ohms, donc ça va faire 25, plus L oméga au carré qui vaut, L oméga vaut 3,14. Donc tout calcul fait, on obtient I grand I efficace égale à peu près 40,6 ampères. Ah, c'est un courant énorme, hein, mais c'est un courant énorme. Alors pourquoi si grand? Ben, parce qu'on a quand même 240 volts de tension efficace, c'est une tension importante, et surtout les impédances des deux composants de l'inductance et de la résistance sont faibles. Donc, par exemple, si ce E efficace, enfin si les 240 volts ne débitaient que dans du 5 volts, on aurait déjà on aurait presque 50 ampères de courant. Donc l'inductance modifie un peu le courant, mais clairement, c'est l'ordre de grandeur auquel on pouvait s'attendre. Alors maintenant, on a la valeur du courant efficace, sachant que la tension efficace de l'alimentation était donnée. Maintenant, il faut encore s'intéresser en fait à la phase, parce que on a dit que on prend E de t est égal à grand E fois cos oméga t, c'est la référence de phase. Donc on veut maintenant connaître l'argument enfin, pardon, le déphasage de I par rapport à E. Donc on va prendre sur l'équation complexe, on prend argument des deux membres, pour l'argument des deux membres. Donc à gauche, l'argument de E bar c'est quoi? C'est 0, parce que la tension d'alimentation, c'est la tension de référence, elle n'a pas de phase à l'origine. Donc c'est 0. Donc on obtient, alors là, souvenez-vous de vos cours de maths sur les complexes, l'argument d'un produit, c'est la somme des arguments. Donc on obtient l'argument de l'affixe R plus JL oméga, et ça c'est arc tangente de la partie imaginaire L oméga sur la partie réelle R, plus argument de I. Et l'argument de I, ben ça par définition c'est phi, c'est ce qu'on cherche. Donc ça donne phi égale moins arc tangente de L oméga sur R, et numériquement c'est 3,14 divisé par 5. Donc on trouve à peu près, il y a un signe moins là que je ne mets pas dans le résultat final, on trouve à peu près 0,56 radians de déphasage, soit environ 32,1 degrés. Mais le courant, en fait c'est un argument négatif. Hein. Phi est négatif de moins 0,56 radians, et c'est le déphasage de I par rapport à E, et comme il est négatif, ça veut dire que le courant est en retard sur la tension. Voilà, la simulation. Alors, le circuit va être fait très rapidement, donc il faut mettre une inductance, L, une résistance. Ces composants sont encore dans la mémoire de mes projets, à cause des simulations précédentes. Ensuite, il faut mettre une masse, GND analogue. Il faut un 0 volt, hein, n'oubliez pas de mettre cette masse. Ensuite, il faut chercher la source. Alors, la source, dans les simulations précédentes, c'était la digiclock parce c'était un signal carré 0,5 volts. Là, en fait, on va prendre Vsin comme tension alternative, sinusoïdale. Là, vous voyez sur le schéma, vous avez en fait les deux pôles, alors que sur la digiclock, il y avait un pôle implicite. Donc là, il faut faire les connexions des deux pôles. Et le pôle du bas, il faut le mettre au 0 volt. Voilà, bon, c'est rien de compliqué, mais encore faut-il faire ça proprement. Maintenant, il faut modifier les valeurs numériques. Donc 10 milli, donc 10 m, petit m comme millihenri pour l'inductance. 5, alors par défaut c'est des ohms, hein, donc je ne mets pas d'unité. 5 ohms pour la résistance. Alors là aussi, pour le générateur, il y a plusieurs paramètres. VOFF, le logiciel vous impose de le mettre. VOFF, c'est une tension d'offset, c'est une valeur moyenne, éventuellement non nulle. Mais nous, on la veut nulle, donc on met 0. Ensuite, l'amplitude, on la met à 340 volts, parce que 340, c'est 240 fois racine de 2, approximativement. Et enfin, la fréquence, c'est 50 Hz. Les valeurs qu'on a utilisées dans
les calculs en début de vidéo. Ensuite, on place une sonde de tension au niveau de la tension d'alimentation. Une sonde de tension au bord de la résistance, ça veut dire qu'en fait, on aura l'image du courant. On n'aura pas le courant, on aura l'image du courant, à 5 ohms près. Ensuite, il faut paramétrer la simulation. On veut une simulation transitoire, on veut tracer des formes d'onde en fonction du temps. Et puis, on a 20 millisecondes de période, donc si je mets 100 millisecondes, ça veut dire que j'observerai 5 périodes de la sinusoïde d'entrée. Ouais, 100 millisecondes, c'est raisonnable, on pourrait mettre un peu plus, un peu moins. Et puis, on va aussi mettre 10 microsecondes comme step ceiling, c'est la résolution temporelle avec laquelle on fait les simulations. Ça permet d'avoir des courbes bien lissées. Ensuite, on simule. Il faut bien sûr sauvegarder. Hein, ça, vous avez pris l'habitude à présent. Bon, je vais ouvrir un schématique 3, puisque je commence à accumuler un peu des simulations. Voilà qui est fait. Yes. Et voilà, c'est déjà disponible. Alors, vous voyez que voilà, ici, toutes les grandeurs électriques sont de valeur moyenne nulle. C'est normal, hein. On a une tension sinus en entrée, donc les valeurs moyennes sont nulles. Alors, en rouge, ici, la tension d'entrée, et en vert, la tension au bord de la résistance. Alors, si vous regardez les amplitudes, vous avez bien 340 volts en rouge pour la tension d'entrée. Et si maintenant, je trace ici, j'ai effacé toutes les traces et je mets le courant, là, j'ai presque 60 ampères. Ben oui, c'est les 40,6 multiplié par racine de 2. Donc ça fait 56 et quelques. Donc ça c'est le courant. Là, je vais représenter des tensions, parce que je ne peux pas représenter simultanément un courant et une tension, ça ne serait pas à la même échelle. Donc là, je remets la tension d'entrée, cette fois-ci elle arrive en vert, elle apparaît en vert. La tension au bord de la résistance qui va apparaître en rouge. Et surtout, ce que je voulais vous montrer ici, clairement, c'est que, en fait, la tension en rouge, vous voyez qu'elle arrive à son maximum. Là, c'est le maximum de la tension d'entrée, là. Donc la tension en rouge, elle arrive... Oui, alors ça, c'est juste... là, vous voyez qu'il y a un point d'inflexion par là. Ça, c'est juste parce que, en fait, c'est le début de la simulation qui est... C'est pas encore le régime permanent. Ici, c'est plus le cas. Alors, supposons que ça soit notre T égale 0. Là, vous avez la tension d'entrée qui arrive au max. Et la tension en rouge arrive au max un peu après, en fait. Là, c'est le passage par 0, donc en fait, c'est un sinus. Hein. La tension, c'est pas un cosinus, mais c'est un sinus. Ça, c'est la période. Donc là, on a une période totale. Vous pouvez regarder sur les unités en temps qu'on a bien 20 millisecondes entre un passage par 0 ici, par valeur croissante, et le suivant. Et si vous regardez en détail, vous avez bien 100 millisecondes pour la durée totale de la simulation. Si maintenant je zoome, c'est pour regarder en détail le retard de la courbe en rouge, le courant, l'image du courant, par rapport à la courbe en vert, la tension d'entrée. Alors, faut un peu ruser. Ce retard, on va le voir. Je vais vous remontrer ça tranquillement. Voilà, c'est sur cette zone-là. Là, vous avez un passage par 0 de la courbe en vert ici. Voilà, passage par 0 de la tension d'entrée. Passage par 0 du courant. Et si vous regardez les graduations, eh bien, vous constatez que vous avez « 1,8 millisecondes ». Là, vous voyez, là, il faut regarder les graduations. Il y a 1,8 millisecondes. Ça, c'est le retard taux. Retard taux. Si je veux obtenir la phase qui en résulte, c'est 2π fois taux égale 1,8 millisecondes divisé par t, 20 millisecondes. Et ça, vous pouvez faire le calcul, vous obtiendrez bien les 0,56 radians, 31,2 degrés environ.